Ma quatrième stat de la saison, moi, je vais dire, ça va être 23. 23, est-ce que tu sais à quoi ça correspond, 23? C'est le nombre de minutes de Walker Kessler par match. Exactement, c'est le minutage de Walker Kessler. Oh là là. Et je voulais le citer et en parler, c'est un peu un prétexte, le chiffre Ouais. évidemment, mais c'est pourquoi est-ce qu'il joue aussi peu? Pourquoi est-ce que Walker Kessler joue aussi peu? Est-ce que c'est une question de talent, je sais pas, mais est-ce qu'il est pas assez bon en termes de valeur? Ou est-ce que c'est une question de philosophie globale de l'équipe, comme tu dis, et de peut-être plus mettre l'accent sur l'attaque que la défense? Je sais pas, je sais pas, mais ce qui est là où le cas est assez atypique, c'est qu'en fait, quand il est sur le terrain, on a un des meilleurs défenseurs de NBA quand il est sur le terrain, quoi. D'ailleurs, j'y pense, mais il pourrait totalement avoir le trophée de Jonathan Isaac, tu sais, Oui. le depoy sur 15 minutes. Bah, alors Kessler, bon, il est quand même pas au niveau de Gobert, évidemment, de mecs comme ça, mais on est quand même sur un truc très 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 solide, quoi. Et notamment là où il excelle, évidemment, c'est la protection du panier, où pour la deuxième année consécutive, on a des chiffres de défense, notamment de défense du panier, qui sont très impressionnants. C'est-à-dire que, bon, évidemment, en termes de on-off, bah, il va être élite, parce qu'il n'a pas de bon backup, donc forcément que ça dépend beaucoup de lui, hein. Quand on le remplace par quelqu'un qui est mauvais en défense, son on-off, il va être bien. Donc par exemple, il a moins 8,1 de on-off au panier. De à quel point est-ce que l'efficacité au panier est bonne avec ou sans lui, moins 8,1 avec ou sans lui, 98e centile, donc mieux que 98% des joueurs à son poste de pivot. Mais vous allez me dire, bah non, mais ça dépend trop du backup. Ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On peut prendre d'autres chiffres. Les chiffres, non pas qui dépendent du backup, qui dépendent juste de lui. À quel point est-ce que le joueur arrive à faire baisser la réussite adverse au panier? Et donc, à quel point il arrive à créer une perte d'efficacité au panier comparé à la moyenne habituelle des joueurs sur le reste des tirs quand ils sont pas face à Walker Kessler. On est à quasiment moins 12% de perte d'efficacité infligée au panier, moins 11,6, sachant que l'an dernier, on était déjà à moins 13 en fait. Donc là, c'est bien parce qu'on a la confirmation que l'an dernier, c'était pas juste une année comme ça, avec échantillon pas si grand que ça, qu'une saison, peut-être un peu de hasard, un peu de chance, etc. Non. Là, on recoupe une deuxième saison où il est élite. Pour vous dire, il est 3e de NBA cette année parmi les intérieurs parmi les joueurs qui ont un certain nombre de tirs défendus dans la raquette à moins de 6 pieds du panier. 3e derrière Rudy Gobert et Porzingis. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est devant des Wembanyama, devant des Chet Holmgren, devant des Embiid, devant des Mobley. Sachant d'ailleurs que lui, on peut pas dire que quand il est sur le terrain, et que, tu vois, il a pas quelqu'un qui vient l'aider à contester les tirs, hein, lui, pour le coup. Il n'y a pas un deuxième défenseur qui pourrait l'aider aussi à boucher l'espace, à contester les tirs et à booster ses chiffres, non. Donc on a vraiment ça. Pour parler un point de vue stat, on a ça. Pour parler un point de vue tactique et scouting et juste, entre guillemets, analyse visuelle, on a la confirmation aussi voilà, c'est un profil qui est très grand, envergure de bras, pas non plus d'alien, mais bonne envergure de bras. Mobilité aussi, je trouve, qui est importante par rapport au profil. Plutôt bonne mobilité pour quelqu'un d'aussi grand. Alors, pas de switch, hein, mais juste la mobilité des petits espaces, qui est très importante. Avec d'ailleurs une très bonne technique défensive, je trouve. C'est-à-dire, les appuis sont toujours bien placés, le corps est toujours bien orienté pour justement coulisser dans un sens ou dans l'autre, savoir se retourner. Il a de très bonnes hanches pour pivoter rapidement. Les appuis, la posture dans laquelle il est, etc., etc., le footwork. Et puis surtout, une qualité que j'adore, moi, c'est la coordination main-œil. Qui est très importante pour des protecteurs de panier pour contrer le ballon. En fait, c'est à quel point tu as cette coordination main-œil pour viser juste au niveau du ballon, justement. Et il a des mains fantastiques et il vise extrêmement bien. C'est ce qui fait qu'il a autant de contres et pas tant que ça de fautes. C'est qu'il a une très très bonne coordination main-œil. Et du coup, Azad, avec tout ça, j'ai l'impression de décrire un défenseur d'élite et je pense qu'il l'est. Mais pourtant, il joue que 20 minutes par match. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est à cause de l'attaque? Ou est-ce que c'est que Utah veut jouer trop la défense, trop l'attaque plutôt, et la défense s'en fiche? Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, est-ce que du coup, il serait pas trop bon? Est-ce qu'ils arriveraient vraiment à tanker s'ils faisaient jouer Walker Kessler 36 minutes par match? Parce que défensivement, oui, c'est sûr que ce serait. Je pense que défensivement, ça va faire partie sur les 10 prochaines années des mecs qui vont pas gagner le défenseur de l'année parce que Wembanyama, mais qui vont aller gratter 2-3 podiums un petit peu. Ça va être un peu le Bam Adebayo de la prochaine décennie, le mec qui est toujours placé au DPOY, mais qui ne le gagnera pas. Bam Adebayo a dû faire face à Gobert, Kessler il fera face à Wembanyama. Mais par contre, c'est vrai qu'en attaque, ça pêche beaucoup. Et je pense qu'il y a
il y a une volonté peut-être. Alors, je l'ai vu sur certaines séquences. Je sais pas à quel point il faut y croire ou est-ce que c'est juste Will Hardy qui nous fait des blagues. Mais je l'ai vu prendre des 3 points dans le corner. Et en fait, bon, il en a pris 19 hein, sur la saison. Donc, ouais, c'est vraiment petit. Mais en même temps, il a pris que 380 shoots sur la saison. Donc ça reste quand même 5% de ses tirs. Bon. Mais c'est vrai que je me demande à quel point ils vont pas essayer de pousser l'expérience de l'avoir en attaque, dans cette attaque très, très espacée, parce qu'ils essayent de l'utiliser dans le corner parfois, mais du coup, c'est plutôt pour des end-off, en fait, qui finissent dans le corner ou pour des écrans sur des pin-down. Et du coup, tu es là, tu te dis, mais en fait, il y a cette attaque qui est tellement espacée que tu as besoin que ce poids mort, en fait, un peu en attaque, qui est capable de prendre que des tirs au cercle, il puisse faire autre chose. Et c'est vrai que le passing n'est pas hyper développé, donc tu peux pas l'utiliser comme Kelly Olynyk. Il n'y a pas de shoot. Il peut pas vraiment bouger avec le ballon dans les mains non plus. Donc c'est un peu qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est vrai que je pense il y a une volonté de voir un petit peu aussi qu'est-ce qui est possible. Mais son minutage, en fait, cette année, il a quand même pas mal évolué. Et je pense qu'il y a aussi cette partie-là tu vois, il jouait 20 minutes par match jusqu'à plus de 20 minutes par match, enfin presque 25 minutes par match jusqu'à janvier. Et après, ça s'est écroulé. Il est passé à moins de 20 minutes par match en moyenne. Puis c'est remonté maintenant sur la fin de saison à presque 25 minutes par match. Donc, il y a aussi une partie de qu'est-ce qu'on essaye de tester. Et je pense que c'est un peu difficile de vraiment se projeter sur son minutage. Mais je pense qu'en attaque, il est handicapant. Et le problème, c'est qu'être un tel défenseur d'élite, quand c'est pas vraiment l'orientation que ton équipe est en train de prendre, à quel point tu vas être capable de continuer d'apporter de la valeur, parce que du coup, il y a de la valeur qui fuit en attaque quand il est sur le terrain, vu de la physionomie de l'équipe, quoi. Bah, disons que sur le minutage, en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est pas pareil que l'an dernier. C'est-à-dire que tu vois, cette année, tu dis, bah, il y a des mois, ils jouent 25, d'autres 23, d'autres 20, etc. Ok, globalement, on est dans ces eaux-là, quoi. Et pour moi, c'est une différence 2024, ça. Et ce qu'on a eu l'an dernier en 2023, donc, où il avait commencé l'année en étant autour des vingtaines de minutes, mais il avait fini à partir de février. Toute la deuxième partie de saison, il était quasiment à 29 minutes par match. Donc, plutôt un temps de jeu titulaire, quoi. Et donc, en sortie de sa saison rookie, on s'était dit, bon, ben ok, voilà, c'est lancé, quoi. On avait un peu la taxe rookie, d'habitude, comme d'habitude, de début de saison où il joue pas trop. Mais ensuite, il est un peu plus installé, quoi. La logique de son minutage était plus cohérente, je trouve, l'an passé. On pouvait le comprendre bon, bah, il joue peu au début, et puis ensuite, il finit fort, quoi. Et là, c'est vrai que cette année, le minutage par match moyen est le même, mais sans toutes ces fluctuations, quoi. Il y a aucun moment de la saison où il a été important. Il y a aucun, voilà, c'est plus un joueur gadget toute la saison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, comparé à l'an dernier où effectivement il a le même minutage moyen l'an dernier, mais parce que l'an dernier il avait très peu joué au début et ensuite beaucoup joué à la fin, quoi. Et on n'est pas dans ce cas-là cette année. On a vraiment quelqu'un qui a un rôle mineur un peu tout le temps, en fait. Et ouais, bon, je dis pas non plus qu'on est au niveau de Gobert, on n'est pas au niveau de Chet Holmgren, Mobley, etc. Non, on n'est pas sur ce niveau-là, mais on est quand même sur un très fort défenseur, je trouve. Et tu vois, on est par exemple très différent de certains intérieurs qui parfois montent des flashs quand ils sont très jeunes. Je pense à des Gafford, je pense à des mecs comme ça. Il y avait beaucoup de déchets, il y avait quelques flashs, mais beaucoup de déchets, quoi. Kessler, je pense qu'on est au-delà de ça, quoi. Alors, on n'est pas au niveau de c'est Gobert qui joue 20 minutes. Non, évidemment pas. C'est pas le propos du jour. Mais on n'est pas sur juste le mec, le Mitchell Robinson, le Gafford, le Claxton, qui a 2-3 flashs sympas, mais pas vraiment, quoi. Là, on est plus que ça, je trouve. On a vraiment un très bon niveau de jeu défensif quand on est sur le terrain. Mais comme tu dis, ben ouais, il n'y a pas trop de jump shot, il n'y a pas trop de passing, il n'y a pas trop de avec ballon, en fait, hein. Tout simplement, il n'y a pas avec ballon. Il n'y a pas non plus de verticalité au panier. Tu vois, je pense qu'il pourrait plus jouer s'il avait plus de pop et de verticalité et d'explosivité. Il pourrait peut-être plus s'inscrire dans les schémas offensifs. Là, bon, c'est un finisseur vertical de par sa taille, mais ça décolle pas tout le temps très haut et pas tout le temps très vif. Et voilà, c'est pas comparé à John Collins, tu vois, par exemple, c'est le jour et la nuit. Mais donc, je pense que ça lui manque aussi. Donc, ce qui fait qu'on a juste quelqu'un qui est grand et qui est efficace, mais parce que voilà, il prend qu'un certain type de tir. Mais bon, je sais pas. Je pense pas que ce soit un tanking. Je pense pas qu'ils se disent il est trop bon, on va pas le faire jouer.
Je pense juste que l'accent est mis sur l'attaque en fait à l'échelle collective pour l'instant. C'est pas un tanking, ne le faisons pas jouer parce qu'il est trop bon. C'est plutôt en mode on s'en fiche de gagner des matchs pour l'instant, donc tentons de développer l'attaque pour l'instant et puis ensuite on pourra s'inquiéter du niveau plus global peut-être. Mais voilà, et honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui, s'il était dans une autre équipe, jouerait 25, 28, 30 minutes par match assez facilement, quoi. Tu vois, je pense à Walker Kessler s'il était à Indiana, s'il était à Atlanta. Atlanta, on aurait bien besoin, d'ailleurs. La défense des Hawks. Pourquoi pas à Sacramento? Je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'il jouerait beaucoup moins s'il était même parfois dans des Phoenix ou des endroits comme ça? Je pense que le temps de jeu serait plus gros. Et je parle même pas de tout ce qui est les fonds de tiroir, hein, les Washington, Détroit, Charlotte. Oui, là, il jouerait beaucoup aussi, mais je sais pas, je trouve que sa situation est particulière parce que je suis quand même un peu déchiré entre le fait qu'il soit bon, mais très bon quand il joue, mais il joue peu, et aussi le côté pragmatique en même temps, s'il le fait pas jouer, si vraiment c'était Rudy Gobert, il le ferait jouer plus, quoi, en fait. Bah oui, et puis c'est ce truc un peu con on est tellement convaincu par Will Hardy qu'on se dit que si Will Hardy le fait jouer que 23 minutes par match, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. C'est ça, voilà. C'est un peu, mais après c'est peut-être un biais, hein, parce que du coup peut-être que eux soit se rendent pas forcément compte de la valeur en défense, ou alors que c'est pas quelque chose que, voilà, comme tu dis, ils ont vraiment envie d'aller chercher pour l'instant. C'est difficile à dire et difficile à savoir aussi qu'est-ce qui se passe en coulisses et sur quoi ils essayent de travailler. Euh, Ouais. Je pense que ce serait intéressant de regarder les 10 premiers matchs la saison prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans sa fréquence au tir, dans son utilisation, dans ses minutes? Mais là, c'est un peu difficile à savoir et peut-être que les mouvements de l'été du côté du Jazz permettront de savoir ça. Il y a presque un décalage entre à quel point il est bon déjà maintenant et le fait que Utah est peut-être encore 2-3 ans en retard niveau timeline par rapport à lui qui est déjà bon, quoi. Donc je ne sais pas. En tout cas, je sais que si je suis une équipe de milieu de tableau, je tente ma chance, quoi. Je tâte le terrain pour voir si je peux pas le recruter, quoi, parce que comme dit, il est quand même bon à ce point défensivement, donc ce serait intéressant. Voilà pour Walker Kessler qu'on aime bien tous les deux, hein, je crois, en plus on aime beaucoup. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.